Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer le cours? Je vois qu'il y a quand même 29 participants, 29 étudiants. Je pense qu'on pourra commencer. S'il vous plaît, vous arrivez à voir en plein écran? Oui, Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble des notions générales sur le système nerveux autonome, le système nerveux central. Ça sera des généralités sur le système nerveux. On ne va pas rentrer trop dans les détails, puisque c'est un chapitre trop lent, il y a beaucoup de sous-chapitres dedans. Donc, à votre niveau, on va essayer de revoir, c'est-à-dire l'anatomie, brièvement la notion de neurotransmetteur, la fonctionnalité, comment le système nerveux central s'organise et quels sont c'est-à-dire quels sont les organes euh, qui sont innervés et par quel système nerveux sont innervés et quel est le rôle de chaque système nerveux pour chaque organe. Donc, pour introduire, donc c'est un ensemble de mécanismes nerveux et humoraux. Quand je dis humoraux, c'est-à-dire il y a la libération de certains glycopeptides, donc qui intervient dans la régulation de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est-à-dire c'est tout ce qui assure l'équilibre du corps humain, c'est-à-dire la température, la tension artérielle, le débit de filtration. Donc c'est ça l'homéostasie. Donc, l'innervation de tous les organes, elle est fournie et assurée par le système nerveux autonome. Donc, à l'exception, ce qu'on appelle le muscle squelettique, qui est innervé par un système propre à lui, ce qu'on appelle le système nerveux somatomoteur. Et on verra, c'est-à-dire c'est quoi la particularité de ce système nerveux somatomoteur. Donc, pourquoi on s'intéresse à comprendre, c'est-à-dire l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement et l'organisation du système nerveux, puisque afin de comprendre les effets des médicaments qui ont une action sur le système nerveux central, ça nécessitera obligatoirement des explications sur les aspects anatomiques, à savoir et physiologiques et biochimiques de ce système nerveux central. Donc, on va essayer de voir comment ce système nerveux central sur le plan anatomique est organisé. On a deux systèmes, à savoir ce que vous connaissez tous. On a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, en général, il prend naissance à partir de racines qui se situent entre le T1, c'est-à-dire les racines thoraciques numéro 1 jusqu'aux les racines lombaires 2, donc de T1 à TAL2, tandis que le système parasympathique, il prend son essence à partir des nerfs, les nerfs centraux, ce qu'on appelle le nerf 3, le 7, le 9 et le 10, et aussi sur les racines un peu plus bas, donc les racines sacrées, la S2, la S3 et la SE4. Donc ça reprend, c'est un schéma qui reprend et récapitule ce que je viens de dire. Donc, le parasympathique, comme vous voyez sur votre gauche, donc il y a les quatre paires, donc le 3, le 7, le 9 et le 10. Et plus bas, donc vous avez le sacré, le S2, S3 et S4 qui va innerver la vessie et la partie génitale. Pour le sympathique, donc on a vu qu'il prend naissance à partir de T1, c'est-à-dire la première racine thoracique, jusqu'au la deuxième lombaire, racine lombaire, et qui va innerver, comme vous voyez, presque
la totalité des organes de l'être humain. Donc, il y a un troisième système qu'on appelle le système nerveux entérique. Il est propre à lui. Donc, c'est un ensemble de plexus nerveux du tractus gastro-intestinal avec une grande capacité intégrative, c'est-à-dire il ne dépend pas directement du système sympathique et parasympathique. Il est indépendant, mais avec des interconnexions qui sont étroites avec ces deux derniers, c'est-à-dire à savoir le sympathique et le parasympathique. Un petit mot sur la différence entre le système nerveux autonome et le système somatique. Le somatique, il nécessite l'intervention d'un seul neurone. Il n'y a pas de ganglion rachidien intermédiaire qui va internaliser et potentialiser le signal électrique en signal chimique. Donc, ça concerne en général les muscles squelettiques, pardon, et qui sont directement, liés au système nerveux central, tandis que le système nerveux autonome, ce que vous connaissez tous, donc, il y a l'intervention de ce qu'on appelle deux neurones en série. Donc, un neurone qui est pré-ganglionnaire, ce que vous voyez ici, désolé. S'il vous plaît, l'animateur a désactivé le partage. Je reprends. Donc, je reprends sur le système nerveux autonome. Vous arrivez à voir, s'il vous plaît. OK. Donc, on a deux neurones c'est-à-dire qui fonctionnent en série. Un qui est pré-ganglionnaire et l'autre il est post-ganglionnaire avec l'intervention d'un ganglion rachidien en général. Donc, vous voyez, donc, il y a l'organe effecteur, à savoir le cœur par exemple, qui est innervé par ce système nerveux autonome. Mais ce système-là nécessitera l'intervention d'un ganglion, donc c'est un synapse, donc synapse avec des terminaisons nerveuses préganglionnaires et postganglionnaires qui vont internaliser et plutôt décoder le signal électrique qui a pris naissance de l'organe effecteur en un signal chimique qui va être véhiculé vers le système nerveux central et va être codé et donner l'information juste par rapport le cerveau et quelle serait la conduite plutôt ou le signal que le cerveau doit donner pour agir à une situation quelconque. S'il vous plaît, je ne sais pas, c'est quoi le problème, s'il vous plaît, par rapport le partage? Il y a toujours quelqu'un qui veut intervenir ou je ne sais pas quoi. S'il vous plaît. Allô? Donc, je continue. Je suis désolé, docteur. J'ai essayé euh, les autres étudiants ne peuvent pas entrer dans cette réunion. Je suis désolé. Ah, je vois qu'ils sont en salle d'attente, oui. C'est-à-dire il faut que vous donnez l'autorisation, c'est ça. Oui, OK, je m'excuse. on peut continuer, s'il vous plaît. Donc, je continue avec le système sympathique ou ce qu'on appelle le système orthosympathique. Un petit rappel. Donc, comme je viens d'expliquer, donc, les voies nerveuses sympathiques sont composées de deux neurones successifs, c'est-à-dire ici en premier, on a ce qu'on appelle le neurone cholinergique. Dans le corps cellulaire se situe dans la corne antérieure de la moelle épinière lombaire et thoracique, comme on l'a vu tout à l'heure, dont le neurotransmetteur ici est l'acétylcholine. Un deuxième neurone, qui est ce qu'on appelle un neurone adrénergique, dont le corps aussi cellulaire se situe dans les ganglions sympathiques, qui constituent les relais entre les deux neurones, dont ici le neurotransmetteur et la noradrénaline. Donc, pour le sympathique, on a deux neurones successifs. Le premier s'appelle un neurone cholinergique
qui va utiliser l'acétylcholine comme un neurotransmetteur. Le deuxième neurone, c'est un neurone adrénergique qui va utiliser à son niveau un neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline. Donc, tout ça, il y a toujours, sur le système sympathique, il y a toujours l'intervention de ce ganglion sympathique qui va analyser, coder et transmettre l'information nerveuse. Donc, pour le système parasympathique, donc, ici, les voies nerveuses, ils sont composés de deux neurones cholinergiques successifs. Donc, c'est à l'inverse du sympathique. Donc, le premier neurone cholinergique dans le corps cellulaire se situe dans le pont ou bien la moelle épinière, à savoir les racines qu'on a vues tout à l'heure, le 3, le 7, le 9 et le 10. Aussi bien les nerfs sacrés S2, S3 et S4. Donc, le second neurone, il est aussi cholinergique. Dans le corps cellulaire se situe dans les ganglions parasympathiques, comme vous voyez en bas du schéma. Donc, ces ganglions parasympathiques qui constituent les relais entre les deux neurones. Ces ganglions-là sont souvent inclus dans l'organe innervé. Donc, vous voyez ici, donc c'est des ganglions qui sont à l'intérieur de l'organe innervé. Donc, ce qui n'est pas, c'est-à-dire la même chose pour le système sympathique. Donc ici, vous voyez que le neurotransmetteur ici, c'est l'acétylcholine, à l'inverse du système sympathique où il y a l'intervention de l'acétylcholine comme premier neurotransmetteur et la noradrénaline comme deuxième neurotransmetteur. Donc c'est les principaux différences qui se trouvent entre les deux systèmes, à savoir sympathique et parasympathique. Donc, c'est des questions générales hyper tombables dans l'examen. Donc, vous avez un schéma qui récapitule ce que je suis en train d'expliquer, le système nerveux ici autonome. Donc, on a le parasympathique qui va directement stimuler un ganglion parasympathique qui, en général, se trouve à l'intérieur du ganglion et qui nécessitera l'intervention de l'acétylcholine comme neurotransmetteur, tandis que la voie sympathique, il y a toujours un ganglion sympathique qui se trouve sur la corne antérieure de la moelle épinière, qui nécessitera premièrement l'intervention d'un neurotransmetteur, à savoir l'acétylcholine, et comme un deuxième neurotransmetteur qui se situe sur l'organe innervé, la noradrénaline. Donc, vous voyez ici sur le muscle strié, vous avez directement la voie nerveuse qui innerve directement le muscle strié et qui nécessite l'intervention de l'acétylcholine sur le muscle strié. Il y a aussi les voies sensitives, donc c'est un signal électrique qui prend naissance à partir de la peau, par exemple, ou du muscle. Donc, il va être véhiculé vers un ganglion rachidien. Et ce ganglion rachidien, il va transmettre plutôt transférer et transformer ce message ou bien signal électrique en signal chimique suite à l'intervention de ce neurotransmetteur qui est le neuropeptide glutamate. Donc, le système sympathique, il est activé dans quelle situation? Donc, vous voyez ici un schéma qui reprend, c'est de la caricature qui reprend en général les fonctions principales du système sympathique. On dit que le système sympathique, il est ergotrope, c'est-à-dire il produit de l'énergie. Donc, en récapitulant, c'est toutes les réactions de l'organisme qui permettent d'aboutir rapidement à un état d'activité qui est à la base plus élevé, propice au combat ou à la fuite. Donc, vous avez ici donc, le système sympathique qui est responsable de ces réactions, ou plutôt réflexes, à la fuite, par exemple, au combat. Donc, c'est ça, en général, la fonction principale du système sympathique. Tandis que le système parasympathique, vous voyez ici, c'est un homme qui se repose et qui mange. Donc, ce système, on appelle ça un système trophotrope.
Donc, c'est les fonctions métaboliques, les fonctions de restauration d'énergie, aussi le système de reproduction de l'espèce aussi. Donc, ce système parasympathique, il est typique et propre. Il n'est pas unique sur je dirais toujours sur la population algérienne, hein. Donc, il assure ce qu'on appelle les trois fonctions, manger, dormir et se reproduire. Voilà. Donc, en général, vous gardez en tête le parasympathique, c'est nous, c'est les Algériens. Donc, les fonctions du système nerveux central, donc comme vous voyez ici sur votre gauche, donc c'est l'hypothalamus qui donne l'ordre, soit ce qu'on appelle, c'est-à-dire en anglais rest or digest, c'est le parasympathique, c'est-à-dire se reposer, manger. Donc, quand ce système parasympathique est activé, automatiquement, il y a le sympathique qui est inactivé ou qui sent, donc qui sent, c'est-à-dire c'est à l'état d'endormissement. Sur la droite, donc vous avez fly or fight, donc c'est-à-dire c'est la fuite ou le combat. Donc c'est le système nerveux sympathique qui est activé et parallèlement le parasympathique qui est inactivé. Donc c'est tout. Les deux systèmes-là assurent et conservent l'homéostasie face à toute modification, qu'elle soit interne ou externe. Donc, c'est un schéma que je trouve très récapitulatif et explicite par rapport, c'est-à-dire les deux fonctions, je dirais, opposées du système nerveux central, sympathique et parasympathique. Donc, un petit mot sur les neurotransmetteurs. Donc, la presque totalité des fibres afférentes du système nerveux central sont cholinergiques, dont l'acétylcholine et le neurotransmetteur. Au niveau préganglionnaire, donc les synapses qui rentrent entre les neurones pré- et postganglionnaires, donc il utilise en général l'acétylcholine comme neurotransmetteur sur des récepteurs qu'on appelle récepteurs cholinergiques. Donc, à cet endroit, l'acétylcholine agit en se fixant sur ces récepteurs, ce qu'on appelle les récepteurs nicotiniques. Pour le système plutôt au niveau post-ganglionnaire, donc le système parasympathique, elle est là, c'est-à-dire il a comme neurotransmetteur l'acétylcholine comme neurotransmetteur principal qui agit sur les récepteurs muscariniques. On a vu en pré-ganglionnaire, c'est des récepteurs nicotiniques. En post-ganglionnaire, c'est des récepteurs muscariniques. Tandis que le système sympathique, les neurotransmetteurs sont l'adrénaline et la noradrénaline qui agissent sur les récepteurs adrénergiques. Il y a aussi un autre organe qui sécrète ce qu'on appelle les catécholamines, la médule surrénale, qui libère un mélange d'adrénaline et de noradrénaline, qui est à l'origine embryologique, qui est semblable aux neurones sympathiques post-ganglionnaires. Les neurotransmetteurs, on a vu le système sympathique et là, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine comme neurotransmetteurs, tandis que le système parasympathique est là comme neurotransmetteur, principalement l'acétylcholine. Les récepteurs autonomes, donc les récepteurs cholinergiques, c'est-à-dire c'est selon l'alcaloïde utilisé pour leur identification, qu'ils soient muscariniques ou nicotiniques. Donc, il agit sur les récepteurs muscariniques M1 et M2 et agissent aussi sur les récepteurs nicotiniques, tandis que les récepteurs catécholamine ou adrénergiques, il agit sur les récepteurs alpha, qu'ils soient alpha 1 ou alpha 2, ou bien sur le récepteur bêta, bêta 1 et bêta 2 adrénergiques. On va essayer de voir à peu près le type de récepteurs avec leur localisation. Vous voyez pour les récepteurs cholinergiques, pour les muscariniques, le M1, les récepteurs muscariniques M1, il se trouve sur le système nerveux central, tandis que le récepteur M2 muscarinique sur le myocarde, ils se répartissent sur le myocarde et les muscles lisses. Les récepteurs cholinergiques nicotiniques, ils se retrouvent sur les ganglions autonomes, sur la plaque neuromusculaire et aussi sur la moelle osseuse, plutôt la moelle épinière, pardon. Donc, les récepteurs adrénergiques, les récepteurs alpha-1 adrénergiques, ils se trouvent sur les cellules effectrices postsynaptiques des muscles lisses, les alpha-2 sur les fibres terminales présynaptiques adrénergiques, sur les plaquettes et les pocytes. Aussi, les alpha-2 se trouvent sur
les muscles lisses. Les bêta-1 sur les effecteurs postsynaptiques, spécialement dans le cœur, les lipocytes et le cerveau. Les bêta-2 se trouvent sur les effecteurs postsynaptiques du muscle lisse surtout. Et les récepteurs dopaminergiques, ils se trouvent principalement sur le cerveau, le muscle lisse vasculaire, splanchnique, le cœur, le système gastro-intestinal. Donc aussi, c'est des questions hyper tombables dans l'examen sur la répartition, la localisation en fonction du type des récepteurs. Voilà. Donc ici, on va essayer de parler de la biochimie et le métabolisme de l'acétylcholine. Comme vous voyez ici sur votre gauche, il y a le ganglion présynaptique cholinergique. Donc, la synthèse de l'acétylcholine, elle commence à partir de ce qu'on appelle l'acétate et la choline, suite à l'intervention de plusieurs enzymes qui se trouvent à l'intérieur de la terminaison nerveuse. Donc, à savoir principalement la choline acétyltransférase vont donner naissance à ce qu'on appelle à l'acétylcholine ici, qui va être libérée, se fixer sur le récepteur postsynaptique. Il va transmettre ce signal chimique, plutôt ce signal électrique en signal chimique. Après avoir stimulé le récepteur postsynaptique et donné, c'est-à-dire assurer la continuité de ce message nerveux, il va être ce qu'on appelle alternalisé et récupéré via des pores sodium dépendants. Il va être, c'est-à-dire scindé en choline et l'acétate afin de, c'est-à-dire d'assurer un autre cycle pour la synthèse de nouveau de l'acétylcholine. Donc, un petit mot sur les neurones. Donc, les neurones présynaptiques et postsynaptiques d'une synapse chimique, c'est-à-dire elles ne se touchent pas. Donc, il y a toujours cet espace entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Donc, ils sont séparés par une fenêtre, plutôt une fente synaptique remplie du liquide extracellulaire. Donc, lorsque ce signal électrique arrive au niveau du bouton synaptique d'un neurone présynaptique, il est transformé, comme je viens d'expliquer, en signal chimique. Donc, ceci se traduit par la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Donc, le neurone, à son tour, le neurone postsynaptique reçoit ce signal chimique et génère à son tour un signal électrique. Donc, toutes ces cascades-là d'événements, de processus durent, c'est-à-dire c'est tellement rapide, donc c'est 0,5 millisecondes, et définit ce qu'on appelle le délai synaptique. Un petit mot sur la synthèse des catécholamines. Donc, les catécholamines, elles prennent naissance à partir d'une molécule qu'on appelle le phénylalanine. Donc, cette phénylalanine, suite à l'intervention d'une phénylalanine hydroxylase, elle va donner la naissance à ce qu'on appelle à la tyrosine. Cette tyrosine aussi, elle va être hydroxylée par la tyrosine hydroxylase en donnant naissance à ce qu'on appelle à la dopa. Cette dopa aussi, elle va être décarboxylée par une enzyme, la dopa décarboxylase, pour donner naissance à la dopamine en bas, comme vous voyez ici. Donc, c'est la dopamine. Si on a besoin de la dopamine, elle va être, c'est-à-dire sécrétée et stimulée et donner, c'est-à-dire le signal. Si on a besoin de la noradrénaline, il y a l'intervention de la dopamine hydroxylase qui va donner naissance à ce qu'on appelle la noradrénaline. Et si on a besoin aussi de l'adrénaline, il y a aussi l'intervention de cette enzyme sur la noradrénaline, ce qu'on appelle la noradrénaline N-méthyltransférase, afin de nous donner l'adrénaline comme produit final qui va assurer ses fonctions. Donc, la synthèse, plutôt le déficit, je reprends ici le déficit de cette peptidoglycane, ce qu'on appelle le phénylalanine, donne naissance à une maladie, ce qu'on appelle la phénylcétonurie. Donc, c'est une maladie qui est génétique, qui est très fréquente. Elle touche le métabolisme aussi de la phénylalanine hydroxylase. Donc, c'est cette enzyme qui est déficitaire.
Donc, c'est quoi comme, c'est-à-dire comme conséquence? Donc, le phénylalanine, il va s'accumuler dans le sang et le cerveau. Il va donner, c'est-à-dire des symptômes qui sont, c'est-à-dire très, très graves, à savoir principalement, c'est-à-dire un retard mental euh, sur l'enfant. Donc, comme je viens d'expliquer, on a ici toujours la terminaison nerveuse, la tyrosine, donc qui va être transférée soit à la dopamine, soit à l'adrénaline ou bien à l'adrénaline qui va être, c'est-à-dire libérée ici sur la fente synaptique, se fixer sur les récepteurs postsynaptiques adrénergiques afin d'exercer leur effet. Et comme c'est-à-dire la biosynthèse de l'acétylcholine, cette adrénaline ou dopamine plutôt, elle va être récupérée par la terminaison présynaptique afin, c'est-à-dire de participer à un nouveau cycle de signal nerveux. Voilà. Donc, les catécholamines qui sont métabolisées, ce qu'on appelle par les MAO, et les comptes. Donc, vous avez ici donc, la dopamine ou la noradrénaline ou l'adrénaline. Donc, suite à l'intervention soit de ces enzymes-là, donc la monoamine oxydase qui va donner naissance à ce qu'on appelle la dopacétaldehyde, dopacétate, qui va donner par la suite naissance à ce qu'on appelle à la homovanillate. Ce qu'on appelle la HVA, ou bien, donc c'est la noradrénaline ou bien l'adrénaline suite à l'intervention des comptes va donner naissance à le vanylmandélate ou bien le VMA. Donc c'est les composés donc, éliminés dans les urines, ce qu'on appelle c'est le VMA ou le HVA, donc c'est les méthanéphrines qui sont, c'est-à-dire le résultat d'une cascade enzymatique, soit c'est-à-dire des enzymes, les MAO ou bien les CAMT, qui vont agir soit sur la dopamine, la noradrénaline ou l'adrénaline. Donc, c'est quoi ces catécholamines-là? On les trouve dans quelle pathologie, par exemple? Donc, si on arrive à doser, on les dose dans les urines. Si on trouve des concentrations très élevées de la VMA ou bien la HVA, donc il faut impérativement penser à soit c'est-à-dire un phéochromocytome, ce qu'on appelle le phéochromocytome, ou bien le neuroblastome. Donc, c'est des tumeurs agressives qui excrètent en quantité, c'est-à-dire très importante, de VMA, de HVA, donc suite à l'intervention excessive de ces deux enzymes, à savoir les CAMT et les MAO. Donc, comment le système nerveux autonome s'organise? Donc, à peu près, c'est-à-dire que c'est l'action du système nerveux sur les différents organes. Donc, le système sympathique, comment il agit sur le cœur? Donc, en général, c'est l'accélération et la stimulation des différentes fonctions cardiaques, donc à savoir inotrope positif, chronotrope positif, bathymotrope positif et dromotrope positif. Sur le musculus, s'il agit sur les récepteurs alpha, donc il va assurer ou provoquer une contraction, à savoir une vasoconstriction et des contractions des sphincters. Sur les récepteurs bêta-2 adrénergiques, va provoquer, donc vous voyez ici, donc c'est l'antagoniste du alpha, donc un relâchement, à savoir une vasodilatation et une bronchodilatation. C'est ça ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire assurer l'équilibre entre deux fonctions totalement opposées. Donc, sur le glande endocrine, donc il augmente les sécrétions des différentes glandes endocrines. Le parasympathique, vous voyez ici sur le cardiaque, sur le cœur, donc il assure un ralentissement des fonctions cardiaques, donc c'est-à-dire à l'encontre du système sympathique. Sur le musculus, il provoque des contractions, donc sur la paroi, par exemple, gastro-intestinale, un relâchement, par exemple, sur les sphincters gastro-intestinaux. Sur les glandes endocrines, aussi, il provoque des sécrétions.
Il a une action antagoniste sur le cœur, comme je viens d'expliquer. Il a aussi, le système parasympathique, une activité complémentaire, à savoir sur les glandes salivaires. Le système sympathique, il assure un état de viscosité, tandis que le système parasympathique, il assure un état de fluidité. Il a aussi une action synergique sur, par exemple, le diamètre de la pupille. Le système sympathique, il provoque des contractions sur le muscle radial, une mydriase, le parasympathique, une contraction sur le muscle sphinctérien qui va donner, c'est-à-dire naissance à un myosis. Et je termine par ce tableau qui récapitule, c'est-à-dire les fonctions des deux systèmes, le sympathique et le parasympathique, sur les organes effecteurs. Donc, sur la pupille, le parasympathique provoque une contraction, le sympathique une dilatation, les glandes salivaires une sécrétion aqueuse par le parasympathique et avec le système sympathique, il y a une libération du mucus et des enzymes. Le cœur, il baisse de la fréquence par le système parasympathique et il augmente sa fréquence par le système sympathique. Donc, les artérioles et les veines, il n'y a aucune action du parasympathique, tandis le sympathique assure une constriction ou une dilatation. Donc, c'est le sympathique qui assure les deux fonctions antagonistes. Le poumon, une bronchoconstriction par le parasympathique, une bronchodilatation par le système sympathique. Donc, le tube digestif, il y a une motilité et une sécrétion qui est augmentée par le parasympathique avec l'inverse, avec le système sympathique. Le pancréas endocrine, le parasympathique augmente la sécrétion d'insuline, tandis que le sympathique baisse cette sécrétion. Le pancréas exocrine, le parasympathique augmente la sécrétion enzymatique, tandis que le sympathique diminue cette sécrétion. Les reins, le parasympathique n'a aucune action, tandis que le sympathique augmente la sécrétion de la rénine-angiotensine. La vessie, il favorise la miction par le parasympathique et il favorise la rétention, c'est l'inverse, donc par le sympathique. Les organes sexuels, le parasympathique assure la fonction de l'érection, le sympathique assure la fonction d'éjaculation. L'utérus, donc elle est variable selon la phase du cycle par le parasympathique et aussi pour le sympathique. Le tissu adipeux, le parasympathique n'a aucune action. Par contre, le sympathique assure un catabolisme lipidique. Sur les glandes pseudo-ripares, donc le parasympathique n'exerce aucun effet, tandis que le sympathique assure la fonction de sudation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour répondre. J'ai essayé de résumer le maximum et schématiser afin que vous puissiez, c'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire l'essentiel pour votre examen et pour votre niveau. Donc voilà, donc c'est l'introduction au système nerveux autonome. Les cours qui vont suivre, on va essayer de voir, c'est-à-dire chaque partie, les sympathiques, les sympathomimétiques, les sympatholytiques, les parasympatholytiques. Donc, on va essayer de voir en détail, c'est-à-dire les fonctions de chaque récepteur et chaque fonction du système nerveux sympathique et parasympathique. Je pense que j'étais un peu clair. Un peu clair. Je vais essayer de voir la discussion. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Merci, merci. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Oui, comme d'hab, je vais essayer d'envoyer le cours. Voilà, comme d'hab. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous enverrai le cours avec votre délégué et bon courage. Voilà. Merci.